Alors, du coup, je vais... alors, j'essaie de lire, pardon. Alors, une question d'Olivier pour toutes les deux, pour Manigé et Nathalie. Pourriez-vous me donner votre définition de l'individuation? Alors, on va commencer par un petit peu de lexicologie. Alors, Manigé, puisque je vous ai à l'écran, quelle est votre définition de l'individuation? On va ajouter à cela, dire l'individuation selon la voie de Carl Gustav Jung. L'individuation selon la voie de Carl Gustav Jung est le fait de découvrir en soi, par le pont que nous établissons avec notre intérieur, découvrir en soi tous les éléments qui sont dans l'obscurité. Qui dit obscur ne dit pas noir, n'est-ce pas? Donc, ce qui est dans l'obscurité, c'est ce que je ne connais pas de moi-même. Et Jung dit que si je commence à connaître ce qui est en moi, au fur et à mesure les sortir et les mettre à la lumière du jour, et aussi, comme disait Nathalie tout à l'heure, je suis d'accord avec elle, c'est-à-dire qu'on découvre une partie de ce qui est en nous et qui veut se réaliser, mais si j'abandonne la chose en cours de route et je ne la réalise pas, le travail n'est pas complet, le travail n'est pas fait. Donc, réaliser au fur et à mesure de notre vie des éléments qui émergent à la surface de notre conscience, je dirais, immédiate, grâce aux rêves, et de les réaliser, de les concrétiser, nous conduit vers le chemin de l'individuation, c'est-à-dire que, je vais le dire d'une autre façon, par la voie des soufis, cette fois-ci, les soufis persans disent, à partir du moment où on est conçu dans le ventre de sa mère, on devient un individu à part entière qui entre dans le monde du créé, c'est-à-dire les êtres qui sont créés. Et on doit traverser ce monde. Et à un moment donné, quand on expire le dernier souffle, on sort de ce monde. Et pendant ce temps-là, pendant tout ce temps, l'individu, surtout par rapport à son intérieur, ne ressemble ni à ses parents, ni à ses enfants, ni à ses frères et sœurs, ni à rien. Un individu qui est né, il est unique. Donc chacun de nous est unique dans l'autre. Est-ce que je passe à une autre question? Dites-moi. Ben, j'aurais envie de remettre en lien avec les contes, justement. Puisque à la fin d'un conte, en général, il y a ce processus d'individuation. Enfin, le chemin du conte, c'est un processus d'individuation pour arriver à ça, quoi. Et souvent, comme dans Le Chevalier à l'armure rouillée, si je reprends ça, la quête initiatique, à la fin, c'est pareil, ça se termine au sommet d'une montagne, en fait, et il doit lâcher tous ses préjugés, il doit abandonner tout ça, quoi, en fait. Il doit abandonner toutes ses projections aussi. Hein. Il a déjà vu ses ombres, etc. Il faut qu'il abandonne tout ça. Et à ce moment-là, il se retrouve vraiment en lien avec sa vraie nature, quoi, en fait. Voilà, c'est ça pour moi le processus d'individuation. Oui, pardon. J'aurais juste envie de rajouter une chose qui me paraît importante et qui est illustrée dans le conte de Vassilissa et Baba Yaga. C'est à un moment donné, quand elle revient avec le feu de la sorcière Vassilissa, il est dit le feu est dans le crâne. Et une fois que effectivement les ombres ont été dissipées par ce feu qu'elle a ramené, il est dit qu'elle doit enterrer le crâne. Et je trouve que c'est une belle illustration du risque qu'on peut avoir à certains moments dans notre processus d'individuation. On a effectivement, vu plein de choses, mis plein de choses en conscience. Et il y a le risque de l'inflation, comme en parle régulièrement Jung, en fait, qui est je m'y connais, je sais, je me connais, je connais tout le monde. Et là, effectivement, ça serait garder, je dirais, si je garde l'image du conte, ça serait garder le feu
avec moi et sans discernement. C'est-à-dire, voilà, je me balade avec mon pouvoir, ma puissance, et sans discernement. Voilà. Et ça, c'est le risque d'inflation qu'il y a dans tout processus d'individuation. Et voilà pourquoi un conte, en général, est vraiment, je trouve, une belle illustration de tous les risques qu'il y a sur ce chemin-là. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, je vais vous lire plutôt un témoignage qu'une question d'un auditeur qui s'appelle Ogier et qui raconte une synchronicité qu'il a vécue en lien avec le conte de la fille aux mains coupées. Et je rebondirai d'ailleurs avec vous, Nathalie et Manigé, en vous demandant si éventuellement, dans votre vie, vous avez vécu une synchronicité liée à un conte. Mais je vais vous lire son histoire tout d'abord, l'histoire d'Ogier. Donc, j'ai une formation à la littérature orale et j'ai conté. Les contes m'habitent. Le conte de la fille aux mains coupées m'a habité longtemps avant que je le conte. J'ai pu le faire le jour où, dans une salle d'attente, une femme s'est assise à côté de moi avec 2 mains artificielles. Voilà, plus qu'un témoignage, c'est plus un témoignage qu'une question. Le conteur doit habiter les contes qu'il raconte. Alors, est-ce que vous avez vécu un tel événement, Nathalie, Manigé? Est-ce que vous avez vécu dans votre vie quotidienne un événement qui étonnamment se rattachait à un conte? Nathalie, comme je vous ai à l'écran. Oui, alors c'est une belle histoire, effectivement. Je m'apprêtais à faire le conte de Face brûlée, qui est une autre version de Cendrillon, mais qui est une version amérindienne. Et j'ai eu la chance d'avoir un tipi pour faire ce conte amérindien. Donc j'étais heureuse de ça déjà. Et lorsque nous avons monté le tipi, en fait, il y a eu un arc-en-ciel. Et les personnes, quand elles sont parties, les stagiaires, à la fin du conte, au bout voilà, après les 2 jours de conte, elles ont eu à nouveau un arc-en-ciel sur la route. Or, dans le conte, il y a 2 fois un arc-en-ciel qui apparaît. Donc, c'est vrai que lorsque cet arc-en-ciel s'est présenté, j'étais, mais voilà quoi. Déjà, avoir trouvé le tipi, c'était vraiment, c'était une chance pas possible, mais là, avec. D'accord, c'est un beau témoignage, Nathalie, merci. Manigé, est-ce que vous avez une petite histoire du même genre à raconter? Moi, je dirais que la vie est un conte. Oui. Non, mais je voulais répondre à ce spectateur s'il se souvient comment ça se passe dans le conte pour la fille. Vous savez, la fille sans les mains. Finalement, elle est avec ses 2 enfants dans la forêt, parce que le diable intervient toujours dans sa vie et falsifie les lettres, etc., etc. Finalement, elle est dans la forêt avec ses 2 enfants et les enfants grandissent, ils deviennent 2 beaux jeunes hommes. Et le roi passe par là parce qu'il allait à la chasse. Ils les conduisent vers leur maison. Il rencontre cette femme qui est sa femme en vérité. Et donc il dit, elle le reconnaît. Il dit, mais ma femme avait des mains en argent. Parce que vous vous souvenez qu'au début c'est le roi qui lui avait fait faire des mains en argent. Et donc, mais toi tu as les mains en chair. Et donc, elle va chercher ses mains en argent, elle les montre au roi. Et c'est ainsi qu'on voit que par sa patience, par sa vérité intérieure, par la vie qu'elle a vécue, aussi un retour vers elle-même, à l'intérieur d'elle-même, dans cette forêt, ses mains ont repoussé. Voilà ce qui dit le conte de Grimm, le vrai. D'accord. Donc pour vous, finalement, le conte, vous le vivez tous les jours par votre expérience de votre intérieur. Oui, c'est important d'être en lien avec son intérieur. On ne peut pas l'être toujours parce qu'on a des activités à l'extérieur qui nous accaparent. Oui. C'est important d'être connecté à son intérieur. Et puis d'écouter ses rêves aussi. Voilà. Alors, j'ai une question de Bouissou. Quel rapport faites-vous entre le conte et le mythe? Le mythe ne serait-il pas à la source du conte et deviendrait par la suite donc un conte? Manigé, puisque je vous ai à l'écran. Qu'en pensez-vous? Voilà. Donc, le mythe et le conte, de point de vue littéraire, la définition littéraire et la définition aussi psychanalytique, psychologique,
ont des natures différentes, n'est-ce pas? Un mythe est lié à l'histoire d'un peuple, d'une civilisation, d'accord? Et donc, comme j'ai essayé de l'évoquer tout à l'heure, par exemple, les mythes persans, vous voyez, relatent les histoires qui ont été dans les temps très anciens vécues en Perse. Les mythes grecs concernent, vous savez, comme vous le savez, les histoires des dieux grecs et des dieux et des déesses et tout ce qui est de cette partie, les mythes, la mythologie par exemple allemande, vous savez, avec Wotan et avec Siegfried, avec tout le reste, ça concerne cette partie de ces contrées du monde. Tandis que le conte, et ils sont vraiment rattachés de par leur nom, de par leur, les actions qui se passent dans les mythes et les mythes indiens, les grands mythes indiens, vous voyez, qui sont reliés à l'Inde. Et donc, alors que les contes ont une structure très simple et basique, qu'on peut partager dans le monde entier avec tout un chacun. Vous voyez, c'est-à-dire avec les gens de tous les pays, d'où le fait que nous retrouvons les contes qui ont les mêmes motifs, même s'ils ont un peu de coloration de chaque pays ou de chaque je dirais, contrée. Voilà. Alors, merci Manigé. Nathalie, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Oui, tout à fait. Vous êtes d'accord, très bien. Alors, oui, je voudrais juste ajouter une chose. Vous savez, la mythologie, les mythes dans beaucoup de littérature ont une forme soit épique, c'est-à-dire que ils ont une forme littéraire qui est très élaborée. Tandis que les contes, en général, sont orales. Et après, bon, il y a des gens comme les frères Grimm ou autres qui les ont réunis, mais ils les ont réunis dans leur langage. C'est-à-dire, c'est un langage très simple, en fait. C'est un langage des villages, vous voyez, des gens simples, quoi, et c'est véhiculé d'un pays à l'autre, et voilà. C'est, point de vue écriture aussi, mythes et contes ne sont pas la même chose. Merci beaucoup Manigé pour cette précision. Nathalie, je vous passe la parole avec une question de Joseph. Que représentent les méchants et les monstres dans les contes de fées? Alors c'est une question un peu générale, mais que pourriez-vous répondre à Joseph? Donc, ça représente nos ombres, hein, bien évidemment. Et ça vient, mais les ombres dans un sens... c'est comme ce que je disais de la marâtre ou de la sorcière. Au départ, c'est méchant. Mais s'il n'y avait pas la marâtre qui pousse dehors Vassilissa, si elle n'avait pas été jalouse et si elle n'avait pas fait tout ça, Vassilissa serait restée à être elle-même dans cette vie confortable et elle n'aurait pas été se frotter à l'inconnu. Donc il y a toujours cette part de nous qui a envie que ça aille plus loin, qu'on dépasse des choses. Et nos ombres, elles ne sont pas si négatives que ça en fait. Elles sont aussi là pour soutenir un élan, pour le ralentir hein, bien sûr, mais paradoxalement, quelque part, ça nous fait avancer dans la vie, quoi. Et on voit bien de toute façon que les épreuves dans notre vie nous transforment. C'est ce qui nous aide à grandir. Manigé, est-ce que vous voulez réagir à... Oui, je veux bien, volontiers. Parce que cette histoire de monstre. Pour avoir aussi, parce que moi je fais aussi la formation, si vous voulez, des notions de la psychologie de Jung, une formation continue, pas une formation pour former des psychanalystes, je le précise, mais pour que les gens apprennent ce que Jung dit. Et pour avoir tout récemment parlé de l'ombre et de mal, n'est-ce pas? L'ombre, selon Jung, en fait, si vous voulez, c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous et qui reste obscur. C'est-à-dire que nous ne connaissons pas de nous, en bien et en mal. C'est-à-dire que, si vous voulez, tout ce que nous ne connaissons pas, qui est bien entendu à l'opposé de ce que nous connaissons, forme l'ombre. D'accord?
Ça, c'est une chose. C'est-à-dire que si je suis une femme, on va dire tout simplement, qui ne se soigne pas beaucoup, qui ne prend pas, comment dire, qui ne se maquille pas, qui s'habille pas bien, etc., mon ombre, en quelque sorte, serait une femme qui est très soignée, qui prend beaucoup de temps pour se maquiller, s'habiller, avoir le côté féminin, etc., etc. Et donc, le méchant, si vous voulez, par rapport au bon, Jung parle de la 4e dimension. Vous voyez, la 4e dimension, quant à la conception, je dirais, chrétienne, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la 4e dimension, nous pouvons dire que, c'est-à-dire, il le dit, soit c'est la Vierge Marie, soit c'est la partie qui est rejetée de cette religion, qui est le diable. Dans la vie de tous les jours, dans les autres religions, on peut en parler de la même façon, dans toutes les religions, les 3 religions abrahamiques. Dans la vie de tous les jours, la 4e dimension de moi-même, c'est ce que je ne connais absolument pas de moi-même. Vous voyez? Et ce que je ne connais pas de moi-même, ça me pose problème, évidemment. Et ça peut devenir le méchant. Alors, si vous voulez, dans les rêves, par exemple, un motif de rêve qui est très courant chez les femmes surtout, c'est que la femme se retrouve dans le métro, par exemple, dans les sous-sols, et elle est entourée de 5 blousons noirs avec les gants, avec les clous, etc. Et elle est effrayée. Elle se réveille, elle dit « Ah, j'ai fait un cauchemar ». En vérité, c'est pas du tout un cauchemar. C'est parce que, en fait, ces forces, généralement, ce sont des hommes, ces forces masculines, vous voulez s'adresser à elles, parce que le côté masculin, le côté logos, le côté, on va dire, intellect, est l'autre partie de la femme. Et si elle ne les a pas considérées, si elle n'a pas tenu compte de ces forces, je dirais, qui peuvent agir, qui sont actives, qui peuvent être actives, qui peuvent créer. Alors, à un moment donné, elles apparaissent sous forme des blousons noirs. On peut dire, les blousons noirs font partie des méchants. Mais en vérité, ce ne sont pas du tout des méchants. Ils ont pris une forme pour lui faire comprendre quelque chose. Si elle le comprend, alors à ce moment-là, ils deviennent tout gentils, tout beaux. Un autre motif de rêve, j'allais dire de conte, mais c'est tout comme, c'est que la femme ou l'homme, peu importe, court, et quelqu'un lui court après, qui est un monstre. À partir du moment où la personne se retourne et regarde le monstre, eh bien le monstre change de face et devient quelqu'un de tout à fait abordable. Vous voyez? Donc, si vous voulez, le méchant, c'est quoi? Le méchant, c'est ce que je ne connais pas. En premier lieu, c'est ça. Oui, c'est l'inconnu. Oui, pardon. Donc c'est l'inconnu, c'est le fait d'affronter ses peurs, les transforme finalement. Absolument. Manigé, quelle est pour vous la figure du méchant la plus intéressante dans les contes de fées? Oh, on ne peut pas généraliser les contes de fées comme ça. Vous voyez, la plus intéressante de quel point de vue? Comment dire? Est-ce qu'il y a un méchant dans un conte de fées qui est révélateur d'un archétype particulièrement intéressant? Est-ce que c'est le sorcier? Est-ce que c'est le méchant sorcier, par exemple? Oui. Oui, non. Moi, dans l'ensemble, je dirais pas ça comme ça, vous voyez. Et voyez, j'ai envie de vous raconter un conte, c'est-à-dire, ça c'est le mythe de la création de la religion zoroastrienne. Un homme, pendant 1000 ans, parce qu'on est dans le mythe, pendant 1000 ans, il a fait des offrandes pour avoir un enfant. Mais il n'a pas eu d'enfant. Et un jour, il a eu un doute. Et à ce moment-là, dans le ventre de sa femme, il y a eu 2 enfants. L'un était le fruit de la lumière et des offrandes, l'autre était le fruit du doute. Vous voyez, les 2 sont nés, mais ce sont 2 frères en fait. Et l'un allait vers la lumière et construisait le monde, l'autre détruisait. Et au fur et à mesure qu'il détruisait, l'autre construisait. Vous voyez,
Donc, les méchantes figures dans les contes, quelle que soit leur espèce, ne sont que les reflets, en fait, de ce qui est lumineux et beau, vous savez, et bon. Vous voyez, tout à l'heure, il s'agissait des chemins, par exemple, dans les contes de fées, où la personne qui avait perdu son chemin. C'est normal que pour arriver à sa propre personne, on doit perdre son chemin. Vous voyez, la personne, par exemple, le héros est sur un chemin, un sage arrive, lui dit, et quand tu arriveras au carrefour, tu tourneras à droite. Il arrive au carrefour, il oublie, il tourne à gauche. Il lui arrive plein de choses très difficiles, mais c'est normal. Autrement, on ne serait pas sur cette terre. On serait des créateurs, des dieux, vous savez, qui seront ailleurs, qui sont ailleurs. Vous voyez, c'est normal qu'on passe par tout ça. Nous serions des anges. Nathalie, voilà. Est-ce que vous voulez, merci Manigé. Nathalie, est-ce que vous voulez réagir à cette histoire de méchants? Est-ce que vous, il y a une... Je repose ma question qui est peut-être un peu stupide, hein, mais est-ce que un peu naïve, on va dire. Est-ce que vous avez en tête, voilà, la figure d'un méchant dans un conte que vous aimez particulièrement? Allez, on a peut-être le droit d'aimer les méchants. Pourquoi pas? Notre méchant préféré, voilà. C'est vrai que c'est une réponse, c'est une question qui n'est pas facile à répondre en fait, hein, dans le sens où quand on visite ces archétypes-là, ils ont tellement tous quelque chose de constructif, malgré ce qu'on en pense au départ, que c'est un peu surfait de dire méchant, quoi, en fait. C'est-à-dire que la lecture jungienne, peut-être, ne permet plus de voir les choses de cette façon-là. D'une manière aussi naïve, en fait. C'est ça. Voilà, c'est que... Ouais. Et même que ce soit dans les contes ou dans les films, ouais, voilà, hein, il y a bien les contes, les mythes, les films qui reprennent certaines étapes des mythes. Ben voilà, on voit bien à chaque fois comment les méchants, ils nous font aussi, ils nous bousculent, quoi, en fait, et ils nous aident à aller plus loin. Donc vous les aimez tous, en fait. Vous aimez tous les méchants. Je ne sais pas si je pourrais dire ça comme ça, mais par exemple, effectivement, la Baba Yaga, moi, je l'aime difficile à aimer parce qu'elle propose quand même moins de surprises, quoi, en fait, on va dire. Voilà, ça serait peut-être ça chez moi. Le méchant qui ne me propose pas de surprise, qui me paraît un peu grossier comme ça et qui ne m'emmène pas dans quelque chose de comme la Baba Yaga qui va m'emmener dans quelque chose de l'ordre de l'inconnu. Bah, celui-là, il va plutôt m'ennuyer, je vais dire ça comme ça. C'est ça. D'accord. Autant que je me souvienne, puisque moi j'ai beaucoup lu de contes et légendes quand j'étais enfant, et j'ai lu les contes russes, autant que je me souviens, la Baba Yaga, elle n'est pas vraiment méchante. Elle est dans une maison sur pattes de poulet, ça, je me souviens, ça a marqué mon imaginaire de petite fille. Mais elle n'est pas si méchante, elle donne plutôt des renseignements au fils du prince qui est en quête. Vous connaissez la Baba Yaga dans des contes où elle est un peu agressive. J'avais pas cette image en tête d'une sorcière. Elle est agressive parce que si on ne réussit pas l'épreuve, elle nous mange. Ah oui, tout de même. À chaque fois. Ah oui. Alors oui, j'ai refoulé cette partie-là de la Baba Yaga. Moi, elle m'était sympathique aussi. Mais alors, elle est juste dans le sens où lorsque les épreuves sont faites, malgré tout, là, elle ne peut pas faire autrement que d'aller de donner ce qu'elle avait dit. Hein, oui, c'est ça, elle est authentique. Voilà. Elle est juste. Elle est juste. C'est la figure de la justice, alors, en fait. Alors, il nous reste 15 minutes. J'ai une question de Valérie, très originale. Donc, Valérie vous demande à toutes les deux, existe-t-il des archétypes sous forme animale ou les archétypes sont-ils tous des figures humaines? Alors, Nathalie, avant de passer la parole à Manigé. Bah, bien sûr qu'il y a des archétypes sous forme animale. Quand on voit tout ce qui est de l'ordre dans les contes, tous ces animaux qui parlent et qui vraiment sont comment dire, il y en a qui sont des psychopompes, c'est-à-dire qui nous amènent dans une autre dimension, justement, hein, de l'ordre de l'invisible. Il y a
souvent il y a les corbeaux, il y a les oiseaux qui sont des messagers, alors qui peuvent être des messagers du divin, mais quelquefois qui peuvent être des messagers tout simplement, ils disent les faits, ils sont pas affectés par ce qui se passe, quoi, en fait, mais si on écoute, on sait. Et tous ces contes où effectivement, voilà quoi, si je prends le conte des trois plumes par exemple, où il va sous terre pour trouver le plus fin tapis, en fait sa plume que le roi a soufflé pour donner des directions à ses enfants, à ses fils pour aller à la quête de ce fin tapis, le petit simplet, lui, sa plume, elle tombe vraiment au pied, presque au pied. Et là, il y a une trappe, il va sous la terre et il y a la grenouille qui est là, et la grenouille qui va lui donner ce fin tapis, et avec qui il va dialoguer, voilà quoi. Hein. Donc là, on a vraiment des archétypes d'animaux qui oui, que l'on retrouve dans les contes, oui. Dans tous les contes, et qui nous démontrent vraiment que si on n'oublie pas la nature nous parle tout le temps. Tous les règnes, pardon. Oui, tous les règnes sont importants, quoi, en fait. Il n'y a pas que le règne humain, et on peut bien parler du divin, du lumineux dans les anges, par exemple, hein, si on parle mais il y a aussi le règne minéral, végétal, animal qui est très important et qui va nous apprendre quelque chose sur ce chemin de l'individuation. N'oublions pas d'ailleurs, chère téléspectatrice, le crapaud qui est un prince charmant. Il suffit de l'embrasser pour qu'il devienne notre prince charmant. Ne l'oublions pas. Manigé, quels animaux archétypaux avez-vous en tête? Dites-moi tout. Alors, si vous voulez déjà, pour rappeler ce que Jung appelle archétype, l'archétype, c'est ce fond commun général que nous partageons ensemble dans une culture spécifique, c'est-à-dire dans une culture dans laquelle nous sommes nés, d'accord? Et dans cette culture, bien sûr que dans ce fond commun, il y a aussi des animaux, bien entendu. Mais il y a aussi des animaux, si vous voulez, qui ont des formes archétypales, qui sont extraordinaires. Moi, je me réfère aux rêves surtout. Vous voyez, des animaux qui apparaissent dans les rêves, qui sont par exemple mi-poisson, mi-oiseau. Ça existe. Mi-dragon, j'en sais rien, dragon ailé, par exemple. Le dragon ailé, ça existe de toute façon dans la mythologie. D'où l'intérêt de Jung à connaître tout ce qui était dans les mythologies différentes, des mythologies du monde, pour qu'on puisse, je dirais, interpréter les figures des animaux qui arrivent dans les rêves et dans le conte. Bien sûr, il y a plein d'animaux, mais je vous rappelle que, en fait, en Orient, depuis l'Inde jusqu'en Perse et après dans les pays arabophones, nous avons un grand recueil de contes qui s'appelle les Kalila wa Dimna. Kalila wa Dimna sont deux chacals qui dialoguent ensemble. L'un est très sage, l'autre est un peu plus rebelle. Et durant tout le livre, ils dialoguent ensemble et il y a la présence de plein d'animaux. Et ce livre servait à l'origine pour éduquer les princes. En fait, de faire parler les animaux en Orient servait à montrer aux humains le comportement qu'ils devaient avoir dans la vie, le comportement et la sagesse qu'ils devaient avoir dans la vie pour que les choses se passent bien. Et pourquoi on disait miroir du prince? Parce que si le prince se comportait bien grâce au comportement de ces animaux, eh bien le peuple prenait exemple sur lui et se comportait bien aussi. Voilà ce que je pourrais dire au sujet des animaux. Cela fait penser merci Manigé, aux femmes de La Fontaine d'ailleurs, avec les animaux. Eh ben, les femmes de La Fontaine prennent en partie leur source dans le Kalila wa Dimna.
Ah ben voilà, vous voyez, c'est notre inconscient qui a Bien sûr. Non, mais s'est ça, c'est connecté. historique. Je ne le savais pas du tout. Mais j'y ai Voilà, une pensé, partie, c'est les hommes et une partie, c'est Khalil Odemna, Ah ben voilà, voilà, je ne savais qui, pas. à l'origine, ont Oui, des contes persans qui s'appellent les contes de Guide Pai. Vous voyez. d'accord. Bah écoutez, j'aurais appris beaucoup de choses ce soir. Une question, merci Manigé. Une question de Nathalie Ambre. Quel est le conte le plus révélateur selon vous de nos aspirations cachées? Le conte de la Belle au bois dormant ne serait-il pas notre destin à tous? Nous avons à trouver notre âme sœur pour compléter notre Graal, notre coupe de sang que devrait être notre quête particulière. Le prince n'a pas dans le conte original d'épreuves éprouvantes à passer. Pourquoi selon vous? Donc je résume, hein, c'est le conte de la Belle au bois dormant ne serait-il pas notre destin à tous? Et pourquoi le prince n'a pas tant d'épreuves que ça à passer? Manigé, puis je passe ensuite la parole à Non, Nathalie. non, non, je passe la main parce que vous savez, D'accord. ça Alors, c'est un conte d'Occident et ah, je dirais la Belle au bois dormant, je passe la main et après je réagirai. Voilà. d'accord. Alors Si vous Nathalie, voulez. le conte de la Belle au bois dormant, est-ce qu'il révèle notre destin à tous et pourquoi le prince finalement, ce n'est pas si difficile que ça pour lui? Alors moi, ce que je trouve intéressant déjà, c'est à chaque fois qu'une personne est interloquée par un conte en particulier, enfin voilà, c'est quel est le conte qui nous parle le plus? Comme là, la question, elle se pose par rapport à la Belle au bois dormant. Et voilà, et trouver un rapport avec nous-mêmes. Pourquoi c'est ce conte-là qui l'interroge sur ce point-là? Parce qu'il y a beaucoup de contes qui se terminent par un mariage, il y a beaucoup de contes où effectivement, de toute façon, c'est la quête de cette union du féminin et du masculin. Pourquoi celui-ci en particulier? Parce qu'il y en a aussi pas mal d'autres où où le prince n'a pas tant de choses à faire, hein, puisque bon, lui, il a quand même la forêt d'épines à traverser, des choses comme ça. Oui, Hein, même. mais, N'oublions pas. mais en même temps, voilà, on pourrait dire le prince de Blanche-Neige, il n'a pas grand-chose à faire non plus. Le prince de... Si on regarde les choses comme ça, voilà. Et donc, je trouve toujours intéressant de s'interroger pourquoi c'est tel conte qui nous interroge plus particulièrement et qu'est-ce qui vient nous dire à nous, quoi. Je le dis d'autant plus facilement qu'effectivement, c'est lorsque je me suis rendu compte par hasard, entre guillemets, que j'étais toujours intéressée par des versions de Cendrillon et que je ne le faisais pas exprès, que ce n'était pas conscient, que je me suis posé la question qu'est-ce que ce conte venait me dire, quoi. Hein. Et dans ce cas-là, en quoi il va fournir des clés sur ma psyché aussi. Voilà, le prince, effectivement, il a quand même à faire preuve de patience, ce qui n'est pas évident pour le masculin. Donc, disons-le. Voilà, et donc c'est important de voir justement que souvent en fait dans ces quêtes au niveau des contes, l'homme ou la femme, l'héros ou l'héroïne est obligé d'aller vers les qualités qu'il n'a pas habituellement, quoi, en fait, pour pouvoir aller à la rencontre justement de son opposé. Et à ce moment-là, quelque chose peut se passer, mais parce que tout le travail a été fait avant. Et c'est en ça où, quand Maniji disait que la vie est un conte de fées, moi je suis d'accord. Et il y en a beaucoup qui disent, mais la vie n'est pas un conte de fées. Parce qu'ils vont penser juste à la fin, et ils vont se dire, mais non, c'est pas juste de dire que c'est un conte de fées, parce que... Mais il n'y a pas que la fin, il y a effectivement toutes les épreuves qui ont été faites avant et qui ont permis cette fin heureuse. Alors, merci beaucoup Nathalie. Je passe la parole à Manigé et puis ça sera, vous aurez le mot de la fin parce qu'ensuite il sera temps de, voilà. D'accord. Et donc, si vous voulez, il faudra dire à cette spectatrice que, de point de vue jungien ou von France, en fait, quand on a un conte de fées, comme celui-ci, on regarde, on prend une des figures, par exemple la figure féminine, on va dire ici la Belle au bois dormant, et on regarde l'ensemble du conte en fonction d'elle, comme si les autres figures étaient les figures intérieures de cette belle au bois dormant.
Donc, si je regarde là, par exemple, là, le prince dans ce conte, on va dire que le prince, comme elle disait, la spectatrice disait, n'est pas très actif. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends la Belle au bois dormant, elle a une partie masculine en elle qui n'est pas très active. Donc, elle n'accorde pas beaucoup d'importance à son logos, à sa partie. Et le logos est en même temps l'intellect, mais pour nous les femmes, c'est en même temps notre créativité. C'est-à-dire comme dit Jung, la vraie vie vient vers une femme à travers son logos. D'accord? Ça ne suffit pas que je mette les enfants au monde. Ça ne suffit pas que je sois la femme de quelqu'un et que je me fasse belle et tout le reste. Ça ne suffit pas. Il faut que je sache qui je suis. Vous voyez, pour de vrai, en tant qu'individu, et pas seulement une façade féminine qui se maquille, c'est important tout ça, hein, mais ça ne suffit pas. Et donc, si on regarde de ce point de vue-là, ce conte, le conte de la Belle au bois dormant, et on voit que son prince, effectivement, il faut, pardon, je dis comme ça, il faut qu'il bouge, hein, il se bouge, il commence à un peu s'activer, à voir. Donc, dans l'interprétation de Von Franz, parce que c'est surtout elle qui a travaillé sur le conte, les contes sont vus, les contes de fées sont vus de ce point de vue-là. C'est-à-dire, quand elle les interprète, elle prend une figure et le reste, elle les interprète en tant qu'élément intérieur de la figure. Voilà. Manigé et Noury Ortega, merci beaucoup. Je crois que nous allons cesser l'émission sur ces belles paroles, mesdames. Merci à vous. Merci beaucoup Manigé. Merci Nathalie Champagny. Merci aux équipes techniques de Baglis TV et de Salamandre TV. Chers téléspectateurs, vous pouvez retrouver ces émissions en replay pendant une semaine gratuitement sur le site de Salamandre TV et vous trouverez également le lien pour le site de Manigé ainsi que ses références littéraires ainsi que le lien pour aller également sur le site de Nathalie. Merci beaucoup, excellente soirée et merci d'avoir été en direct avec nous. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir Nathalie, au revoir Manigé. Au revoir.